Brest, dimanche 13 octobre 1996. Deux hommes sont retrouvés morts devant l'entrée d'un stand de tir. Ce sont des personnes qui sont abattues comme des lapins. Les deux victimes n'avaient aucune chance de s'en sortir. Dans le paysage criminel brestois, on n'a jamais vu deux hommes exécutés comme ça, aussi froidement, achevés d'une balle dans la nuque chacun. François Picard avait 52 ans, Paul Creton, 32 ans. Deux personnes achevées de la même façon, c'est pas pensable, ce n'est pas pensable. Aucun élément dans la vie personnelle des victimes ne permet d'expliquer les crimes. Je pense que M. Creton n'avait pas d'ennemis. Et si les deux hommes avaient été témoins de trafics illégaux? Ce sont des individus extrêmement dangereux, qui ne reculaient devant rien. Et si l'affaire était liée à un secret d'État? Et si François Picard avait dans sa carrière de militaire eu connaissance d'informations sensibles? Il y avait un contrat sur la tête de mon frère. Un double meurtre? On peut penser que le nom des agresseurs est dans la procédure. Des questions sans réponse. Mais l'espoir toujours présent d'identifier les tueurs. Nous sommes à Brest, un des plus grands ports militaires français situé à l'extrémité ouest de la Bretagne. C'est ici qu'en 1996, deux hommes ont été froidement abattus. Ce double homicide aux allures d'exécution mafieuse a profondément marqué cette cité réputée pour son calme et sa faible criminalité. Les deux victimes menaient une vie heureuse, rythmée par les bonheurs de leur vie de famille, une existence apparemment sans histoire. L'enquête conduite par les services de gendarmerie puis par la police judiciaire de Rennes n'a toujours pas permis d'identifier l'auteur des crimes. Retour sur 17 longues années d'investigation, retour sur une affaire qui demeure à ce jour non élucidée. Dimanche 13 octobre 1996. Le jour se lève sur le pays des Abers, un petit territoire niché sur la côte Nord-Finistère. Au domicile de la famille Picard, tout le monde dort à point fermé. Sauf François Picard, qui s'est levé tôt. Ce père de famille de 52 ans s'apprête à se rendre à son club de tir, où il pratique ce loisir régulièrement. Comme chaque matin, il prépare son matériel dans la plus grande discrétion. Son épouse, Marie-Antoinette, se souvient de ce rituel. Généralement, son arme était enfermée dans une mallette qu'il emportait avec lui. C'était une arme 357 Magnum. Personne n'avait le droit de passer dans le local à la maison où il préparait ses cartouches. Tout était nettoyé, tout était nickel, et on ne savait pas ce qu'il faisait, comment il les préparait. Il est 7 heures. À l'étage, sa femme et son fils, Julien, dorment encore. Seule Isabelle, la cadette, est déjà debout. 7h15. François Picard quitte son domicile, accompagné de sa fille, qu'il doit conduire à la patinoire. Il prend alors la route, en direction de Brest. Ce matin-là, il ne m'a pas réveillée. Je devais bien dormir. Et il est parti sans me dire au revoir. 7h45. François Picard arrive dans le quartier de Bellevue, où se trouve la patinoire. À 8h, il dépose sa fille à sa leçon et la regarde patiner. 3 quarts d'heure plus tard, il se dirige vers son véhicule afin de rejoindre le stand de tir. C'est alors qu'il croise un adhérent du club, René Alanic, chargé de l'ouverture du stand ce matin-là. Lorsque je rencontre François, il sort de la patinoire et moi je me dirige vers la boulangerie. Je lui expliquais que s'il y avait trop de clients, je risquais d'être très en retard pour l'ouverture. Afin de rendre service à René Alanic, François Picard propose alors d'ouvrir le stand à sa place. J'ai donc accepté cette proposition, ce qui m'a permis, moi, de me revenir chez moi, déposer ce petit déjeuner. Il était très, comme d'habitude, très accueillant, jovial, souriant. Rien ne montrait dans son comportement une inquiétude quelconque. Avant de se rendre au stand de tir, François Picard doit aller chercher les armes. Pour des raisons de sécurité, elles sont stockées au siège du club. À 8h45, il arrive à l'USAM, l'Union sportive de la marine. Il y perçoit les armes. Une carabine 22 long rifles, ainsi qu'une mallette, contenant 2 pistolets de marque unique DES 69U et 4 chargeurs. Il ressort 5 minutes plus tard. Il prend alors la direction de Penfeld, en périphérie de Brest, pour rejoindre le stand de tir.
Au même moment, de l'autre côté de la ville, Paul Creton quitte son domicile brestois. Ce jeune père de famille est un nouvel adhérent du club. Il décide ce matin-là d'aller tirer au stand. Journaliste au Télégramme de Brest, Thierry Charpentier se souvient de l'emploi du temps de Paul Creton. Il venait de prendre la carte de membre de l'USAM, en fait, Paul Creton. Hein. Il commençait, j'expliquais de connaître un peu ça, mais voilà, c'était pas quelqu'un qui était branché par les armes plus que ça. Hein. Paul Creton n'était pas encore connu de tout le monde au sein du club. Il venait ce matin-là se faire une démonstration d'une tir à l'arme ancienne. C'est un dimanche, ça roule parfaitement bien. Il a dû arriver vers 9h05, je pense, à Lapinfeld. Quelques minutes plus tard, René Alanick rejoint à son tour le club de tir. Il emprunte la route sinueuse qui traverse le bois de Kéroual et accède à la zone militaire sur laquelle se trouve le stand. Lors de l'attaque du deuxième virage, j'ai entendu des coups de feu. 2 rapprochés et un coup de feu plus éloigné. Je me suis porté la question en disant « les chasseurs d'aujourd'hui sont un petit peu gonflés de tirer aussi près de la population ». Il est 9h10. René Alanick s'engage dans le chemin qui mène au stand. Lorsque j'arrive à l'entrée du stand de tir, j'ai vu François Picard dans une attitude physique déconcertante. Il était assis, appuyé contre le mur et la tête penchée. Et surtout, ce qui me choquait beaucoup, c'était cette blancheur de teint. J'ai tout de suite pressenti un malaise, quelque chose de très important et de grave. Je me suis précipité. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un deuxième corps. Allongé, face contre terre, je ne voyais pas à qui j'avais affaire. René Alanick part alerter les secours. Situé en zone militaire, le stand se trouve être à proximité d'un centre de la Marine nationale. Quelques minutes plus tard, marins, pompiers et gendarmes arrivent auprès des 2 victimes. La personne qui m'a assisté a eu le réflexe de prendre le pouls au niveau de la carotide des 2 personnages. Et là, il m'a dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc il ne sentait plus du tout le pouls. À 10h, le capitaine de la gendarmerie maritime constate le décès des 2 hommes. À partir de là, pour moi, ça a été l'effondrement. Donc je me suis assis et puis complètement abasourdi par ce qui venait de se passer. J'ai eu la sensation d'être un miraculé. Et je pense avoir eu beaucoup de chance ce jour-là. René Alanick identifie formellement François Picard. En revanche, il ne peut pas aider les enquêteurs à donner un nom au second corps. Qui est cet homme? Pourquoi est-il là? Les gendarmes cherchent à répondre au plus vite à ces interrogations. Ils s'intéressent aux 2 véhicules garés près de la scène de crime. Ils distinguent celui de François Picard et relèvent le numéro d'immatriculation de la seconde voiture. Ils apprennent alors que son propriétaire est un certain Paul Creton. Son épouse, jointe par téléphone, confirme que le jeune homme est allé ce matin-là au stand de tir. Les gendarmes connaissent désormais l'identité des 2 victimes. Paul Creton et François Picard viennent de se faire abattre devant le stand de tir. Immédiatement, les hommes de la gendarmerie maritime gèlent la scène de crime. Il est 11h lorsque le chef d'escadron, Jean-Claude Rouault, à la section de recherche de Rennes, reçoit un appel. J'étais officier de permanence. Je prends la communication, c'est le procureur de la République de Brest qui m'informe donc des faits qui venaient de se dérouler à Brest devant un stand de tir. J'ai immédiatement alerté tous les enquêteurs qui étaient chez eux, en famille, et qui pouvaient se révéler disponibles. Et donc nous sommes tous mis en route en direction de Brest sur la scène de crime. Au domicile de la famille Picard, Julien, le fils, vient de se lever. J'étais au petit déjeuner lorsque d'un coup le téléphone a sonné. C'est ma mère qui a décroché. Une personne de l'USAM m'a appelé. Je ne savais pas qui c'était. Pour me dire, il est arrivé un drame avec votre mari au stand de tir. J'ai dit, mais j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, mais c'est impossible. Qu'est-ce qui est arrivé? Venez vite, venez vite, venez vite. Je suis au volant, ma mère est assez paniquée.
Et moi, je suis concentré sur la conduite. Julien essaie de se rassurer. Je pense, puisqu'il faisait du tir ce dimanche matin, qu'il y a eu un accident, une mauvaise manipulation et qu'il y a eu un mauvais coup. Et, bon. Et il est vrai que par contre, à un moment bien précis, j'ai pensé à l'idée qu'il pouvait être mort. Mais j'ai très vite chassé cette idée-là de ma tête. Et puis c'est une idée que je n'avais pas à l'esprit. Une demi-heure plus tard, Julien et sa mère arrivent au siège de l'association sportive. J'ai vu tout à coup cette effervescence quoi, de personnes et que c'était pas normal, Très vite, nous tombons sur une personne et dans l'instant, rien qu'à son regard, dans la seconde, même pas dans la seconde, on devine que le pire est arrivé. Même avant d'ouvrir la bouche, on sait que c'est fini. À ce moment-là, je pensais que c'était un accident lié à l'exercice de tir. Je ne savais pas que c'était un assassinat. Et là, nous avons explosé de colère et vraiment avec des cris hystériques, puisqu'on ne comprenait pas, quoi. Qu'est-ce qui avait pu se passer? C'était impensable pour nous. Nous nous sommes attrapés comme une mêlée de rugby et nous nous sommes tapés la tête les uns contre les autres en criant. C'était l'horreur, le ciel nous tombait sur la tête, il n'y avait plus rien, quoi. Les familles de Paul Creton et de François Picard sont bouleversées par la nouvelle des décès. Elles sont aussi dans l'incompréhension totale. Jean-Marc, ce double homicide a eu lieu sur un terrain appartenant à la Marine nationale. Est-ce que cela donne une première orientation à l'enquête ? Brest est une ville marquée par l'omniprésence de la Marine nationale. Mais ce terrain, c'est un terrain qui n'est pas un lieu d'exercice, c'est pas un lieu d'entraînement, c'est pas un lieu protégé par le secret défense. C'est un lieu en partie ouvert au public. Donc on ne va pas se heurter à des difficultés particulières dans ce domaine. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il appartient à l'armée, parce que dans une enquête, on doit toujours s'imprégner du milieu social, du milieu économique dans lequel on se trouve. Alors le stand de tir est situé aux abords d'une forêt, abritant les sorties dominicales des joggeurs et des familles brestoises. Le week-end, c'est un lieu assez fréquenté. On se dit immédiatement que le tueur a pris beaucoup de risques et qu'il a peut-être été vu. Oui, le tueur a pris des risques, c'est incontestable. Mais pour les enquêteurs, c'est un avantage, parce qu'il y a sûrement des témoins qui ont vu ou entendu quelque chose. Le problème, c'est que ces témoins potentiels, ils n'habitent pas ici, ils passaient ici. Donc soit les enquêteurs sont arrivés assez tôt pour les maintenir sur place et les entendre, soit il va falloir les retrouver. Et ça peut poser des problèmes. Est-ce que vous pensez qu'un stand de tir est un lieu potentiellement dangereux, un lieu qui peut attirer certains délinquants ? Une banque, ça peut attirer des délinquants parce qu'il y a de l'argent, une bijouterie parce qu'il y a des bijoux, un stand de tir parce qu'il y a des armes. Mais enfin, c'est beaucoup trop tôt pour tirer quelques conclusions que ce soit du fait que c'est un stand de tir. Alors, les deux victimes, Paul Creton et François Picard, étaient licenciés du club de tir. Est-ce que cela nous donne une première indication sur leur personnalité ? Vous savez, le tir, c'est un sport qui demande beaucoup de concentration, de maîtrise de soi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout un sport agressif. Les tireurs sportifs, c'est pas des frappadingues de la gâchette, c'est des gens qui sont responsables, qui savent ce qu'ils font. Ils sont tous licenciés dans des clubs de tir. Et leur arme, ça leur sert simplement à pratiquer leur sport. C'est exactement comme le vélo pour un cycliste. On a quand même connu dans certaines affaires des auteurs de crimes, amateurs de tir. Je pense notamment à Richard Durn, l'auteur de la tuerie de Nanterre en 2002. Ouais, bien sûr, c'est pas parce qu'il y a des gens qui apprennent à piloter et qui détruisent le World Trade Center que tous les pilotes veulent faire des massacres. C'est pareil pour les tireurs. On a vu comment François Picard était responsable, comment il préparait son arme à l'abri des regards. Moi, je me souviens que quand j'étais en activité, je faisais attention, quand je rentrais chez moi, de séparer l'arme des munitions, de cacher l'arme dans un coin et les munitions dans un autre, de manière à ce que ma famille ne puisse pas réunir les deux. On est tous, je crois, que quand on pratique le tir, on connaît la dangerosité d'une arme et on est extrêmement prudent.
Alors, la nouvelle du double meurtre se répand comme une traînée de poudre dans Brest. Les enquêteurs vont commencer leurs investigations dans un climat particulièrement grave. Ils se lancent à la recherche d'indices. C'est l'heure des premières constatations. Il est 14h30. Les enquêteurs de la section de recherche de Rennes, saisis par le procureur de Brest, arrivent en renfort sur la scène de crime. Je pense qu'il y a entre 20 et 30 enquêteurs qui protègent les lieux lorsqu'on arrive sur place. Les opérations techniques et scientifiques s'annoncent difficiles. Un facteur joue contre les enquêteurs. Plus de 5 heures se sont écoulées depuis le double meurtre. Philippe Esperanza est expert en criminalistique. Il n'a pas travaillé sur l'affaire, mais a accepté de nous expliquer le contexte des opérations. Les 5 heures passées ont peut-être conduit à la perte d'indices. Et cette perte d'informations, c'est peut-être la dégradation d'un ADN. Donc ils vont peut-être agir encore plus rapidement pour éviter une plus grande perte d'indices. Les techniciens en identification criminelle commencent par s'intéresser à la position des corps des 2 victimes. Le corps de François Picard est en position assise, adossé au mur du stand de tir. Sur sa gauche, à 10 cm, se trouve la porte d'entrée du club. Au pied de François Picard, gît le corps de Paul Creton. La particularité, c'est peut-être que nous avons 2 victimes. Les enquêteurs, lorsqu'ils sont arrivés, à travers les saignements, ont remarqué déjà immédiatement que les victimes présentaient plusieurs plaies balistiques. Le corps de François Picard présente 3 blessures. Celui de Paul Creton également. Commandant de la section de recherche de Rennes de 1997 à 2001, Christian Pujol se souvient des indices trouvés sur la scène de crime. Sur place, il va être découvert des douilles de calibre 22 long rifle. Des gens qui ont des blessures sur le corps, il peut y avoir une relation de cause à effet entre un étui, une douille et la blessure. On peut penser que les gens ont été tués donc du fait du tir de ces munitions. Les gendarmes relèvent 6 éléments de munitions dispersés sur le sol. En règle générale, les auteurs de crimes laissent sur place, abandonnent sur place les étuis. Et puis, bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à la présentation de chaque cartouche, l'étui sort et est éjecté. Le fait qu'il soit expulsé de l'arme est aléatoire. Donc, il n'est pas évident, quand on tire, qu'on soit à même de ramasser tous ces étuis, de les trouver là où ils sont tombés. Et bon, dans la commission d'un crime, il y a la panique, il y a la nécessité de s'enfuir, il y a un certain stress qui fait que les gens commettent leurs méfaits et se sauvent. Rapidement, les enquêteurs distinguent une différence de modèle entre les étuis, c'est-à-dire les douilles. Sur les 6 étuis, nous en avons 5 qui sont identiques et 1 qui est un 9 mm. Donc dès lors, ça va mettre en avant la possibilité que ce sont 2 armes qui ont été utilisées et donc 2 personnes qui ont tiré chacune avec une arme. Un a tiré une fois et l'autre a tiré 5 fois. Pour les enquêteurs, si l'hypothèse de 2 armes utilisées se vérifiait, cela impliquerait la présence de 2 tireurs. Les gendarmes saisissent les 6 étuis. Les scellés sont envoyés dans un laboratoire afin de déterminer le type d'arme utilisé par les agresseurs. L'exploitation de la scène de crime se poursuit. Les techniciens en identification criminelle cherchent, indice après indice, à établir un premier scénario des faits. Les enquêteurs remarquent une clé enfoncée dans la serrure. Le verrou est fermé. La clé n'a pas été tournée. Personne n'a pénétré dans le stand de tir ce matin-là. La présence de cette clé et la proximité des 2 corps vont livrer une première indication sur le déroulement du double meurtre. Monsieur Picard est en train de manipuler la porte. Il a retrouvé au pied de la porte la clé dans la serrure, donc, et puis vu la blessure, il est certainement en train de manipuler cette porte. Et Monsieur Creton est trouvé au pied de la porte, il est au sol. Donc il n'y a personne qui s'est enfui, ils n'ont pas eu le temps de réagir. Donc pour qu'il n'ait pas le temps de réagir, ça sous-entend que les 2 personnes ont été neutralisées très rapidement, l'une derrière l'autre. Ou alors de façon simultanée, donc ne laissant à aucun la chance de s'enfuir. Les gendarmes saisissent ensuite près des corps 2 mégots de cigarettes. Ils apprennent pourtant que François Picard et Paul Creton ne fumaient pas. Le stand de tir, c'est quand même pas un lieu public, mais il y a des gens qui y vont. On peut penser que ces cigarettes avaient été grillées, avaient été fumées par quelqu'un, avaient été abandonnées là. Mais il y a un des 2 mégots qui présentait une certaine fraîcheur, de l'ordre de 24 heures maximum, si vous voulez, dans l'ancienneté, qui laisse à penser que ça a pu être abandonné par l'un des auteurs.
Le mégot qui intéresse les enquêteurs est envoyé dans un laboratoire afin d'y être analysé. À l'époque, les malfaiteurs n'imaginaient pas qu'on pouvait exploiter les traces ADN sur un mégot. Chaque prélèvement effectué sur la scène de crime est une étape supplémentaire vers la compréhension du déroulement des faits. L'hypothèse que les agresseurs aient fumé une cigarette sur la scène de crime met en avant l'hypothèse qu'ils aient discuté avec les agressés. Parce que j'imagine quand même difficilement qu'après avoir tué les 2 personnes en tirant 6 fois, on s'arrête et maintenant on va fumer une cigarette. Les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie progressent dans leur constatation en s'éloignant de plus en plus des corps. Ils poursuivent leurs investigations jusqu'à la tombée de la nuit. La mairie met à leur disposition ce gymnase, proche de la scène de crime. Ce lieu couvert permet de trier et de stocker les indices prélevés. Près de 150 scellés y sont entreposés. Au petit matin, l'enquête reprend. Lundi 14 octobre, les techniciens explorent la zone boisée qui s'étend à l'arrière du club. À 80 mètres de là se dresse le grillage qui clôture l'enceinte de la zone militaire sur laquelle se trouve le stand. Rapidement, une entaille verticale le long de ce grillage attire l'attention des enquêteurs. Ce grillage, il est découpé sur sa hauteur, verticalement, sur une hauteur de 2 mètres. Si vous voulez, comme ça permettait donc de le tirer comme si on ouvrait ou si on fermait une porte. Cette découpe indique que les gens ont opéré une reconnaissance des lieux, que les gens se sont préparés un cheminement, que ce cheminement, il est fait, si vous voulez, à l'abri des vues, puisqu'il est proche d'une forêt. Donc ça permet une arrivée discrète sur le stand de tir, ça permet de s'implanter, d'attendre. C'est les conditions d'un guet-apens ou d'une embuscade en termes militaires. Les gendarmes pensent avoir découvert l'itinéraire emprunté par les meurtriers. Le long de ce parcours, ils constatent la présence d'un excrément humain recouvert de 2 feuilles de fougère. Un indice qu'ils interprètent avec précaution. Première chose, c'est que ce sont des gens qui sont passés là, qui avaient un besoin, qui se sont soulagés. La deuxième chose, c'est que ça peut venir des auteurs potentiels qui, sous l'effet de la crainte, il y a un sentiment de peur qui a fait que les sphincters se sont lâchés. Les excréments sont frais et peuvent donc avoir un lien avec le double crime. Mais les gendarmes restent perplexes. Sur des faits de cambriolage, c'est quelque chose qui peut apparaître. Ça donne une certaine signification de l'assurance de la personne ou du fait que les gens veulent transmettre le message de dire je vous emmerde, quoi. Je suis chez moi, je fais comme je veux, je n'ai pas peur, voilà, c'est moi le dominateur. Si ce type d'indice sur une scène de crime est exceptionnel, les enquêteurs ont tout de même l'intuition de détenir une pièce à conviction. Ils effectuent un prélèvement afin d'obtenir un profil génétique. Mais le temps joue contre eux, car le délai de conservation de ce type de matière est très limité. Ce sont des détritus humains qui sont en train d'être phagocytés par des bactéries. Donc on n'est vraiment pas dans un substrat qui rend facile la découverte d'un ADN. Si le substrat se dégrade, l'ADN qui peut être présent dessus va se dégrader encore plus vite. Même encore aujourd'hui, il est très difficile et toujours exceptionnel de retrouver un ADN humain dans des déjections. En terminant leurs investigations, les gendarmes remarquent que les victimes ont été dépouillées de leur portefeuille. Ils constatent par ailleurs que les armes transportées par François Picard ont disparu. Sa sacoche personnelle et la mallette prêtée par le club de tir sont introuvables. Pour un enquêteur, c'est aberrant d'imaginer, de constater surtout, qu'on ait tué 2 personnes pour dérober 3 armes. Il y a tant et tant de manières d'avoir des armes sans aller atteindre à la vie de quelqu'un. Le travail d'éthique, les techniciens en identification criminelle, a duré de nombreuses heures et a mobilisé un effectif important, un effectif exceptionnel même pour l'époque. Est-ce que ces moyens humains garantissent une parfaite exploitation de la scène de crime ? Oh, une parfaite exploitation, je crois que ça n'existe pas. C'est pas une science exacte, l'enquête criminelle. Et puis en plus, là, on se trouve en extérieur et ça complique les choses. Quand on est à l'intérieur, on gèle facilement les lieux d'investigation. Ici, c'est beaucoup plus difficile. On sait où se trouvent les corps, on part des corps, puis ensuite, c'est au fur et à mesure de l'enquête qu'on va découvrir jusqu'où il faut aller et où il faut s'arrêter. Mais c'est une scène de crime mouvante. Alors si on va trop loin,
on récupère des éléments qui n'ont rien à voir avec la scène de crime. Si on ne va pas assez loin, on passe probablement à côté d'éléments qui pourraient être intéressants. Justement, quelques semaines après le double meurtre, le juge d'instruction a ordonné la destruction de l'excrément prélevé dans la forêt. Est-ce que vous pensez que cet élément pouvait être lié à l'auteur des faits ? Moi, je suis sceptique quant à la pertinence de ce scellé. C'est vrai, l'enquêteur a raison. Sur les lieux d'un cambriolage, on trouve ce genre de choses. Le malfaiteur signe son méfait. C'est comme les animaux qui délimitent leur territoire. En ce qui concerne un crime, et même un double homicide, comme c'est le cas ici, je vois pas où est l'espace-temps pour satisfaire des besoins naturels. Avant, ils sont tendus, ils attendent l'arrivée des victimes. Pendant, il n'en est pas question. Puis ensuite, ils ne pensent qu'une chose, c'est prendre la fuite. Donc le juge a probablement eu raison de détruire ce scellé. D'abord, il ne pouvait pas exploiter tous les scellés parce que ça coûte très cher, il faut faire des choix. Puis ensuite, ce scellé, il était en train de s'auto-détruire, de pourrir. Les premières constatations laissent penser que les meurtres ont été prémédités. La découpe du grillage est une découpe récente qui n'existait pas la veille. Elle démontre la volonté des auteurs d'assurer leur fuite. Il semblerait donc que François Picard et Paul Creton soient tombés dans un véritable guet-apens. Le parquet de Brest ouvre d'ailleurs le lendemain des faits une information pour assassinat, c'est-à-dire pour meurtre avec préméditation. Oui, alors bien sûr, il y a un guet-apens, il y a une préparation, mais qu'est-ce qui était préparé ? On sait que les armes de François Picard ont disparu. Est-ce que c'est le vol des armes ou est-ce que c'est le meurtre ? Il se peut que les choses ne se soient pas passées comme les auteurs l'avaient prévu et que les meurtres n'aient pas été prémédités. À ce stade de l'enquête, on n'en sait rien. Depuis le braquage d'un stand de tir breton en 1989, les clubs de la région avaient décidé de garder leurs armes au siège de leur association. Les seules armes à voler étaient donc celles apportées par François Picard. Son 357 Magnum et les 2 pistolets du club ont disparu. En revanche, les enquêteurs vont retrouver la carabine 22 long rifle dans le coffre de sa voiture. Paul Creton, quant à lui, ne transportait aucune arme. Est-ce que vous pensez que François Picard était la cible principale et Paul Creton la victime collatérale ? Effectivement, si on pense que le vol des armes est le mobile des malfaiteurs, c'est le porteur des armes qui était la cible désignée. Or, Paul Creton a dû arriver le premier, il n'avait pas d'armes. Les malfaiteurs ont attendu l'arrivée de François Picard et tous les deux ont été leurs victimes. Oui, mais alors comment expliquez-vous que les victimes aient été fouillées, que les auteurs aient pris le temps de leur dérober leur portefeuille, alors que les coups de feu avaient certainement attiré les promeneurs ? Ça, je ne l'explique pas du tout, c'est assez incompréhensible. La logique aurait voulu que le tueur ou les tueurs aient détalé et filé à travers le grillage découpé sans demander leur reste. Pourquoi est-ce qu'ils fouillent dans les poches des victimes? Peut-être pour y trouver quelque chose de particulier. Pour l'instant, on n'en sait rien. À ce stade des investigations, il est impossible de répondre à ces questions. Les gendarmes vont alors se pencher sur la vie des victimes. Ils doivent maintenant savoir qui était François Picard et qui était Paul Creton. Le parcours de ces deux hommes totalement inconnus des services de police va être placé sous la loupe de l'enquête de personnalité. Paul Creton vivait avec sa femme et sa fille âgée de 2 ans dans un appartement face au port commercial de Brest. À 32 ans, il s'apprêtait à devenir papa pour la seconde fois. Il avait une vie classique de père de famille, aimant, content d'habiter dans un cadre comme la côte bretonne. Voilà, tout allait bien. Jean-Claude est le frère de François Picard. Il ne connaissait pas Paul Creton, mais reste très marqué par la violence de sa disparition. C'est quelqu'un de jeune, avec des circonstances encore plus dramatiques pour sa jeune femme, puisque un enfant qui naît d'une maman alors que le papa est mort de façon aussi dramatique, ça c'est quelque chose d'atroce. Ce Breton d'origine a su conjuguer sa passion pour la mer à sa profession, en rejoignant Océanopolis, le grand aquarium de Brest. Technicien de recherche au laboratoire des mammifères marins, il s'était spécialisé dans l'observation des phoques et des dauphins. Je crois qu'il était plutôt doué dans son job. Ouais. C'était un type épatant, quelqu'un d'indépendant qui avait vraiment fait ce qu'il voulait faire, en fait, qui venait de se réaliser professionnellement. Tout allait bien. À peine un mois avant le drame, il s'initie au tir sportif lors d'une opération portes ouvertes au club de Penfeld et obtient sa carte de membre. L'enquête sur la personnalité de Paul Creton ne débouche sur aucune piste. Il n'y a pas de doute sur la moralité de M. Creton. Il n'y avait rien à lui reprocher sur le plan de ses antécédents judiciaires. Je pense que M. Creton n'avait pas d'ennemis. Non. Enfin, pas d'ennemis capables d'avoir envie de le tuer.
Les proches de Paul Creton, profondément marqués par son décès, préfèrent aujourd'hui ne plus s'exprimer. Le jeune homme avait une existence sans histoire. Il partageait son temps entre sa famille et sa passion pour son métier. Ses agendas et ses relevés téléphoniques ont été épluchés par les gendarmes et aucun élément n'a permis de révéler des zones d'ombre pouvant expliquer son meurtre. Le jour du drame, ce n'était que la 4e fois que Paul Creton se rendait au stand de tir. Il ne connaissait donc pas encore les autres adhérents et n'avait surtout jamais rencontré François Picard. La vie de cette seconde victime de 52 ans va parallèlement être l'objet d'investigations. Les enquêteurs découvrent l'existence d'un homme marié et père de famille, doté d'un fort caractère. Pharmacien chimiste des armées, ce colonel a bâti toute sa carrière au sein de la Marine nationale, habituant femmes et enfants aux mutations à répétition. J'ai toujours suivi fidèlement mon mari et je me suis toujours adaptée. De 1987 à 1990, la famille séjourne à Papeete. La Polynésie, c'était une grosse opportunité de découvrir vraiment quelque chose de différent. Et j'étais à un âge où on avait conscience que c'était des moments assez uniques et que donc il fallait d'une certaine manière en profiter et que ça ne reviendrait pas. En mission au centre d'expérimentation du Pacifique, François Picard effectue des prélèvements destinés à mesurer les impacts radioactifs sur l'environnement. Il se rend régulièrement à Mururoa, où se déroulent encore à l'époque les essais nucléaires français. Il s'était spécialisé dans le nucléaire, donc un domaine très pointu, donc avec des enjeux très forts. Et dans les grandes lignes, à la mesure de nos moyens intellectuels, il nous expliquait ce qu'il faisait. Mais le colonel est tenu au devoir de réserve. Il savait des choses que beaucoup de gens auraient aimé savoir, mais j'ai jamais posé de questions à mon père sur vraiment les secrets qu'il pouvait connaître ou le caractère confidentiel de son activité. C'était évident que la réponse allait être négative. Nous ne parlions pas des résultats qu'il obtenait, jamais. Ça ne filtrait pas chez nous. Top secret. En 1990, la famille quitte les atolls pour s'installer dans le Finistère. Le pharmacien en chef rejoint l'arsenal de Brest, port d'attache des sous-marins nucléaires français. Affecté à la tête du service de surveillance radiologique, le colonel traque les traces radioactives dans la rade et ses environs. Pour Jean-Claude Picard, la personnalité de son aîné ne cadrait pas toujours avec l'esprit militaire. C'était pas un vrai militaire. C'était surtout le côté scientifique qui l'attirait au départ. Je pense que c'est parce que ça l'intéressait. Probablement, ça devait beaucoup l'intéresser. Donc il était un peu dans l'armée quelque part par défaut. Lorsque François rentrait à la maison, l'uniforme enlevé, c'était François, donc c'était le père de famille, le bon père de famille, et puis qui veillait au grain aussi. Féru d'informatique, d'art et de musique, l'homme excelle dans de multiples domaines, auxquels il tient à initier ses 3 enfants. Il est exigeant pour lui-même et aussi donc pour les autres, donc il fallait pouvoir suivre. On touchait notre limite assez vite. Mais aussi, c'était un père avec qui on pouvait vraiment rigoler, avoir des bons moments de fou rire, le faire rire. Sous son aspect qui pouvait impressionner de l'extérieur. Je sais que ça a impressionné certaines personnes. En fait, c'était insensible. Durant son temps libre, le père de famille prend le large en solitaire pour s'adonner à sa véritable passion, la voile. Parfois, il délaisse son voilier pour son revolver et rejoint le stand de Penfeld pour tirer. C'était pas un fanat de la gâchette, c'était vraiment le côté être au calme, mettre des balles dans la cible pour s'occuper avant de récupérer ma sœur après son cours de patinage. C'était pas une passion, on va dire. Le meurtre a brisé l'équilibre de toute une famille. Perdre un père à 16 ans et demi, à 21 ans, à 24 ans, ce n'est pas rien. Assassiner alors qu'il était en pleine force de l'âge. Vous savez, là, les enfants ont été sacrifiés quelque part. Dans cette affaire, Maître Labatte représente la famille du militaire. Il se souvient de la première rencontre avec l'épouse de la victime. Madame Picard, c'est le monde qui s'écroule pour elle. Son mari a été tué, elle ne sait pas pour qui, elle ne sait pas pourquoi. Elle se retrouve veuve avec 3 jeunes enfants. C'est véritablement c'est un désastre. C'est un désastre et c'est quelque chose de profondément incompréhensible. Et donc c'est quelqu'un qui véritablement
est au fond du gouffre. Je me suis sentie vraiment très seule, abandonnée, voilà. Et aussi, quelquefois, n'être plus personne, se sentir impuissante devant tout ce qui se présente à vous, quoi. À ce stade de l'enquête, les parcours de François Picard et de Paul Creton ne permettent pas aux enquêteurs de trouver une explication à ces deux crimes. Nous savons que les deux victimes ne se connaissaient pas, que leur seul point commun était leur appartenance au club de tir. L'une des principales informations de cette double enquête de personnalité concerne François Picard. Nous apprenons en effet qu'il était colonel dans la Marine nationale, chargé de missions sensibles. Est-ce qu'il est plus difficile d'enquêter sur un meurtre commis contre un militaire? Oui, bien sûr. L'armée, c'est la grande muette. On y développe la culture du secret. Et nous, les enquêteurs, les secrets, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça du tout, même. Parce que qu'est-ce qu'on sait? Ce qu'on sait, c'est qu'on ne saura pas tout. Et ça, c'est pas très agréable et c'est pas très bon pour une enquête. Cependant, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'activité professionnelle particulière de François Picard peut être une piste à explorer. On peut penser ce qu'on veut, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais à ce stade de l'enquête, c'est du pur fantasme. Les auditions des proches de Paul Creton et de François Picard ne permettant pas d'orienter les investigations, les enquêteurs acquièrent au fil des jours le sentiment que les deux hommes se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, ça sent le braquage qui tourne mal à plein nez. On l'a vu, François Picard est un militaire de carrière, c'est un métier d'autorité, il a du tempérament, il a du caractère. Il est très possible qu'il n'ait pas cédé immédiatement aux exigences des braqueurs et que ceux-ci soient alors devenus des tueurs. Jean-Marc, nous sommes naturellement intéressés à la vie des deux victimes, mais souvenez-vous, le matin du double meurtre, ce n'est pas François Picard qui devait normalement ouvrir le stand de tir, c'est René Alanic. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'était lui la cible du tueur? Bien sûr qu'on peut l'imaginer, bien sûr qu'il faut l'imaginer. La substitution s'est faite quelques minutes avant l'ouverture du stand, devant la boulangerie. Et ça, les tueurs ne pouvaient pas le savoir, ils étaient déjà en planque devant le stand de tir. Bon, alors c'est évident que les enquêteurs, les gendarmes se sont intéressés à la vie, au passé d'Alanic. Mais ils n'y ont rien découvert qui puisse faire de lui la victime désignée de ces meurtriers. Les enquêteurs attendent maintenant que l'autopsie des victimes leur permette de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Ils sont aussi impatients de connaître les conclusions de l'analyse balistique. Les autopsies des deux victimes sont pratiquées à l'Institut médico-légal de Brest, le lendemain du double meurtre. Lors de l'examen externe, le corps de François Picard ne présente aucune ecchymose et aucune trace de défense, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de lutte avant le meurtre. 4 orifices causés par des projectiles sont comptés. 3 sont nets et arrondis. Chef du service de médecine légale au CHU de Rennes, Marie-Annick Legueux n'a procédé à aucune de ces autopsies, mais a accepté de nous renseigner sur les circonstances de ces deux décès. Quand on peut identifier l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie qui correspond, on a une indication sur le nombre de projectiles tirés. Le médecin constate que François Picard a été atteint par 3 balles. Les plaies sont mesurées. On a sur la peau des plaies avec un diamètre de 5 à 6 mm. On peut dire, en tous les cas, qu'il s'agit plutôt d'un projectile de petit calibre et que la plaie est compatible avec un projectile de type 22. En observant les blessures, le légiste donne une autre indication. Il n'est décrit ni présence de poudre, ni fumée, ni tatouage. Ça ne semble pas être du bout touchant, c'est-à-dire le canon sur la peau. Le tueur a donc tiré à plus de 50 cm de François Picard. Le médecin légiste cherche ensuite à déterminer la trajectoire des balles. Sur le corps de François Picard, un projectile est entré à droite du thorax et, poursuivant une trajectoire horizontale, a fini sa course sur le côté gauche du corps. Un autre est entré à l'arrière du crâne, au niveau de l'os occipital droit. Il a ricoché en formant un zigzag pour terminer sa course dans le lobe frontal droit. La victime présente aussi une plaie d'entrée située à l'angle inférieur droit de la mâchoire. En suivant une trajectoire montante, le projectile est ressorti de l'autre côté.
On a 3 orifices d'entrée et un seul orifice de sortie. On retrouve 2 projectiles sur 3. Il y en a un que l'on ne retrouve pas, celui qui est ressorti par le visage à gauche. Les 3 blessures sont létales. Il a un traumatisme encéphalique majeur. La plaie crânienne était mortelle. Si elle n'était pas mortelle d'emblée à la minute, c'était une mort très rapide. La plaie thoracique était également mortelle puisque elle a lésé le cœur, le poumon, enfin bon. Et quant à la dernière qui a traversé le cou, elle avait lésé le bloc jugulo-carotidien, etc. Donc bon, on peut dire qu'elle aussi était mortelle en peu de temps. L'autopsie de Paul Creton apporte des conclusions identiques. Aucune trace de défense, 3 plaies par balle et des trajectoires de tir très semblables. Paul Creton a reçu 3 projectiles. Un dans le thorax à gauche qui a traversé le cœur pour se loger dans une côte. Un autre qui a traversé la boîte crânienne. Enfin, un 3e projectile est entré sous l'omoplate gauche pour se loger de l'autre côté du corps. On a d'abord une destruction de la matière cérébrale majeure qui fait que tout ce qui est en dessous ne marche plus. Et on a des lésions cardiaques telles qu'on a une hémorragie cataclysmique. Il est certain qu'il s'agit d'une mort rapide, et même très rapide. Les conclusions du médecin légiste révèlent la violence du double meurtre. Les victimes n'ont pas eu le temps de se défendre. En quelques secondes, elles ont subi les tirs de leur tueur et succombé à leurs blessures. François Picard et Paul Creton sont morts quasiment en même temps. À la fin des autopsies, les 5 projectiles extraits des corps des victimes sont envoyés aux experts en balistique. Les enquêteurs espèrent alors apprendre quelle arme a été utilisée. Les experts s'intéressent tout d'abord aux 5 étuis identiques retrouvés sur la scène de crime. L'étude de ces étuis au microscope permet d'établir qu'il s'agit de cartouches Super X laser de la marque Winchester. Pierre Laurent est un expert balisticien. Il n'a pas travaillé sur l'affaire, mais nous éclaire sur ce type de munitions. Dans la gamme des Van den Rief, ce sont les cartouches un peu Magnum, si vous voulez. Ce sont les cartouches qui sont plus puissantes que les autres et qui sont un peu plus chères que les autres également. Donc on est sur du haut de gamme. Il faut savoir que le Van den Riefle, c'est un calibre tout petit qui peut tuer parce que les balles pénètrent profondément dans les corps, ils peuvent toucher les organes vitaux, mais c'est aussi un calibre qui n'arrête pas. Dans le cas précis, les victimes sont retrouvées toutes les 2 sur place à côté de la porte, ce qui veut dire que les tirs qui ont achevé les victimes ont été réalisés relativement vite par rapport au fait que les victimes ne se sont pas déplacées. L'étude balistique porte ensuite sur les 5 projectiles prélevés lors de l'autopsie. Ces derniers vont pouvoir être comparés avec les douilles. Dans la mesure où, en effet, les projectiles sur lesquels on a pu voir les stigmates présentent des stigmates comparables, on peut en effet conclure que c'est plutôt une seule arme qui aurait servi. À chaque coup de feu, une arme appose sa signature sur les balles, en les marquant de minuscules rayures. L'observation de ces rayures va permettre à l'expert d'identifier le modèle de l'arme utilisée. L'étude sous microscope permet de voir qu'il y a 16 rayures sur les balles. Dès que l'on voit qu'il y a 16 rayures sur un projectile de calibre Van den Riefle, cela nous oriente vers la marque Marlin et donc une carabine, et non pas une arme de poing. Une arme lourde et encombrante, telle que la carabine, semble surprenante dans le cadre d'un double meurtre. On se rend compte que les malfrats ou les assassins, lorsqu'ils utilisent une arme de poing, ont tendance à beaucoup rater. La carabine Van den Riefle est facile à manier, c'est une arme longue, que l'on épaule, donc on met une main côté poignet, le doigt sur la détente, l'autre main sous le fût. Le fait d'avoir une arme longue permet d'être très précis au niveau du tir, typiquement jusqu'à 50 ou 100 mètres avec cette munition-là. Ce type d'arme bon marché était très répandu en 1996. Ce sont des carabines qui étaient en vente libre, qui étaient très courantes, qui servaient pour le tir sportif, bien sûr, mais également pour le tir de loisir dans le jardin. L'expertise balistique livre des indications supplémentaires sur la position du tireur. Dans le cas d'espèce, les 5 étuis sont retrouvés à proximité immédiate des 2 victimes. Cela signifie que le tireur se trouvait forcément à très courte distance de ses victimes, puisque les carabines de Van den Riefle
lorsqu'elles éjectent les étuis, vont les éjecter un maximum à 2 ou 3 mètres. Ce qui signifie qu'en effet, que le ou les malfaiteurs se trouvaient à proximité immédiate. Selon Pierre Laurent, la similarité des blessures et la trajectoire des tirs évoquent une technique bien spécifique. On peut parler, dans le cas précis, de 3 tirs par victime, 2 plutôt vers le torse et un tir à la tête. Ceci évoque pour nous le Mozambique drill. C'était une façon de réagir à un agresseur qui venait sur vous avec un coupe-coupe ou avec une machette ou une arme comme celle-là à courte distance. Pour être certain d'arrêter la victime, on tirait 2 coups à la poitrine, de manière à immobiliser l'adversaire, qui pouvait s'écrouler ou ne pas s'écrouler. Et ensuite, le tireur avait un peu plus de temps pour terminer le travail, si j'ose dire, et aller faire un coup de finition à la tête pour être certain de rapidement tuer la victime. Les 2 victimes ont été tuées par la même arme. Si les experts ne sont pas en mesure de déterminer l'ordre des tirs, leur conclusion souligne la froideur et la cruauté du double meurtre. François Picard et Paul Creton ont été achevés. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Les experts sont formels. Contrairement à ce qu'on a pu penser, les 2 victimes ont été tuées par une seule et même arme. La douille de 9 mm retrouvée sur la scène de crime n'avait donc aucun lien avec notre affaire. Oui, ça n'a rien d'étonnant de trouver une douille à la sortie d'un stand de tir. Elle a pu tomber de la poche d'un adhérent, d'une poubelle, d'un sac. On évacue régulièrement les douilles d'un stand de tir. Alors les tirs démontrent une grande détermination. À chaque fois, l'auteur a tiré pour tuer. En revanche, ce qui est étonnant, c'est l'utilisation d'une carabine 22 long rifle, une arme bien banale. Alors effectivement, la 22 long rifle, c'est pas une arme de tueur. Seulement l'avantage, c'est qu'à cette époque-là, on s'en procurait très facilement. On en trouvait même dans les supermarchés. C'est une arme pas chère en plus et facile d'utilisation. Les gens en achetaient pour faire des cartons sur des petits nuisibles, des rats, des ragondins, ou pour tirer sur des boîtes de conserve, sur des bouteilles de bière. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est pas tant le calibre, c'est plutôt la dimension de l'arme. Il s'agit d'un fusil, d'une carabine. C'est pas très discret. Ben non, c'est une arme encombrante. Un tueur aurait plus facilement utilisé, à mon avis, un pistolet, un revolver. C'est beaucoup plus discret. L'usage d'une seule arme fait plutôt penser à la présence d'un seul tueur. Oui, bien sûr, on voit mal cette arme circuler de main en main entre les 6 tirs. Non, c'est pas possible. Mais en revanche, ça ne veut pas dire que le tireur soit seul. Il est assisté de complices ou de co-auteurs, parce qu'on voit mal un seul homme neutraliser 2 hommes en pleine force de l'âge. À chaque fois, le tueur a tiré 3 fois. Qu'est-ce que vous pensez de son mode opératoire? C'est exceptionnel qu'un tueur ne tire qu'une seule balle. En général, il en tire plusieurs. Il y en a même certains qui vident leur chargeur. Là, 3 tirs sur chaque victime. Il y a 2 tirs d'immobilisation, de neutralisation, et puis un tir pour achever sa victime. L'expert appelle ça le Mozambique drill. On tire d'abord sur le thorax, la partie la plus large du corps, et puis la dernière balle dans la tête. Mozambique drill, je veux bien. Moi, j'ai jamais entendu ce terme en 35 ans de carrière à la PJ, mais enfin, pourquoi pas. Il n'est pas possible de savoir sur quelle victime le tueur a tiré en premier. Ce qui est sûr, c'est que les 2 hommes ont été surpris. On peut imaginer le scénario suivant. François Picard introduit la clé dans la serrure, suivi de très près par Paul Creton. Et c'est à ce moment-là que l'agression commence. Oh oui, et dès la première balle tirée, c'est l'enchaînement. Les 2 victimes sont condamnées à un criminel. Les criminels ne peuvent pas laisser derrière eux un témoin qui ne peut être que gênant. Les expertises du médecin légiste et du balisticien sont suivies par celles du laboratoire chargé d'analyser les scellés. Sur le mégot retrouvé sur la scène de crime, un ADN partiel masculin est isolé, mais il est incomplet et n'aide en rien les enquêteurs. Les hommes de la section de recherche de Rennes ont alors la certitude que seules leurs investigations sur le terrain peuvent conduire à identifier le meurtrier. Le matin du double meurtre, les gendarmes recueillent le témoignage d'une femme qui est arrivée peu après 9 h sur un parking, situé à 200 mètres en contrebas de la scène de crime. À la condition de rester anonyme, cette femme a accepté de nous confier ce qu'elle a vu le jour du drame. Quand nous sommes arrivés, nous sommes passés devant une voiture qui me semble être une Talbot Horizon de couleur foncée. On est passé devant et on allait se garer. On était encore dans la voiture, il m'a semblé entendre des coups de feu. 2, 3, 4, je pense. Quelques minutes plus tard, le témoin aperçoit 2 individus se dirigeant rapidement vers la Simca Talbot Horizon. Il semble que les personnes que j'ai croisées, c'était 2 hommes. Maintenant, je ne sais pas parce qu'il y avait une des 2 personnes qui avait des cheveux longs. Celui qui avait les cheveux longs portait une sacoche. Le contenu de la sacoche devait être lourd. Et il la tenait de 2 mains, donc une main pour la soutenir en dessous, et l'autre individu était plus grand, plus costaud. Il devait avoir une trentaine d'années, 30-40 ans, pas plus.
Immédiatement, les enquêteurs font le rapprochement avec la sacoche personnelle de François Picard, qui contenait son revolver 357 Magnum. Ils ont alors l'intuition de détenir le mobile du crime. On n'a pas visé Monsieur Picard et Monsieur Croton, on a visé 2 personnes qui venaient au stand, dont une qui, portant un sac en bandoulière, ne pouvait transporter que des armes. Donc on avait la personne qui détenait le produit de ce que l'on voulait voler. Les gendarmes ont désormais la conviction que ces 2 individus croisés sur le parking sont bien les agresseurs de François Picard et Paul Croton. De toute façon, à partir du témoignage de la dame qui a vu les 2 personnes porter le sac, ça s'est avéré, il y a 2 personnes étaient sur la scène de crime. En poursuivant son témoignage, la femme révèle une autre information déterminante. En allant m'allonger sur l'herbe, j'ai aperçu une mallette sur le côté. Les enquêteurs saisissent cette mallette, ouverte et vidée de son contenu. Quelques mètres plus loin, ils retrouvent une arme. Un pistolet de marque unique, modèle DES-69U. Il s'agit de la mallette et de l'arme confiée à François Picard, le matin même, par le club de tir. Le 2e pistolet et les 4 chargeurs ont disparu. Ils ont quand même laissé des traces et ça ressemble fortement à un effet de panique. Ça donne un indice sur le fait que ces auteurs ne sont pas, loin s'en faut, des professionnels. Même si la façon d'exécuter les victimes impressionne, ça semble plutôt être du malfrat moyen. Quelques jours plus tard, les gendarmes recueillent un nouveau témoignage, celui d'un jogger présent dans le bois de Keroual pour son footing dominical, le jour du double meurtre. Ce témoin a accepté de nous raconter ce qu'il a vu ce matin-là, à 8h40, près d'une demi-heure avant le drame. Au moment où j'arrive dans le parking, je vois arriver une autre voiture qui se gare à environ 40 mètres de moi. L'homme décrit aux gendarmes une voiture en mauvais état, ressemblant à une Simca Talbot Horizon. Les 2 gars descendent, l'un s'engouffre rapidement dans le bois et l'autre reste un petit peu musardé, donner des coups de pied dans les bocs de châtaigne qui étaient là. J'ai trouvé cela particulièrement étrange puisque à l'heure où je vais là, d'habitude, il n'y a que des sportifs, que des gens en tenue de sport pour pratiquer du jogging. Notre jogger entame alors son footing. 30 mètres plus loin, il tombe nez à nez avec l'un des 2 hommes. L'individu a été surpris de me voir arriver très près de lui. Il m'a regardé très fixement, sans manifester une quelconque émotion visible. Le témoin tente de décrire les 2 individus qu'il a aperçus. Celui qui est resté sur le parking est un homme grand et costaud. Le second est de taille moyenne et de faible corpulence. Ses cheveux sont mi-longs. C'est vrai que de loin, on pouvait imaginer que cela pouvait aussi être une femme. Le jogger croit reconnaître l'individu dans le fichier des délinquants brestois qu'on lui présente. Des enquêteurs se concentrent aussi sur les témoignages évoquant la présence d'une voiture type Simca Talbot Horizon, immatriculée dans le Finistère. Ils cherchent à localiser le véhicule. Des vérifications sur 2414 voitures sont effectuées. En vain. Face à la complexité de l'enquête, les gendarmes décident d'avoir recours à une technique particulière, l'audition sous hypnose. En l'absence d'éléments matériels déterminants, ils espèrent réveiller les souvenirs inconscients des témoins. Fort de l'accord du magistrat, il y a eu 3 auditions qui ont été faites sous hypnose. L'hypnotiseur a prêté serment. En l'espèce, il s'agissait d'un officier de gendarmerie qui avait quitté la gendarmerie et qui utilisait cette pratique au bénéfice d'une clientèle. Parmi les témoins ayant donné leur accord pour se prêter à l'exercice, notre jogger du bois de Keroual. On me présente un trombinoscope et au bout de quelques photos mélangées, je reconnais à nouveau l'individu que j'ai aperçu sur le chemin que je pratiquais pour mon footing au bois de Keroual. Le recours à l'hypnose a porté ses fruits et permet aux enquêteurs de s'orienter sérieusement vers un homme déjà connu des services de police. L'individu, identifié par le témoin, est entendu par les enquêteurs. Mais en l'absence d'éléments matériels permettant de l'incriminer, l'homme reste libre. La section de recherche de Rennes comprend que l'enquête risque d'être longue et difficile. Une 40aine d'hommes est affectée aux investigations. Les gendarmes décident de se concentrer sur le milieu local de la drogue. Dès le début de leurs investigations, les enquêteurs découvrent avec surprise l'envers du décor du bois de Keroual.
dans le bois de Keroual, il pouvait y avoir des rencontres de toxicomanes, soit pour des échanges de stupes, soit pour cacher des stupéfiants, soit pour des deals, comme les histoires de mœurs. Enfin bon, vous savez, dans les bois, il peut se passer des tas de choses au niveau de la délinquance. Les gendarmes ont découvert une voyoucratie qu'ils n'imaginaient pas en fait, et que connaissaient sans doute mieux les policiers brestois. Les gendarmes mettent alors sous surveillance la population toxicomane et découvrent l'existence d'un trafic de résine de cannabis dans le secteur de Penfeld. À l'époque, c'était des quantités de 40-50 kilos, ça faisait bondir. Et il y a quelques dealers chevronnés qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont bien installés. Et il ne faut pas les chatouiller. Et je pense que les enquêteurs ne s'attendaient pas à tomber sur un paysage aussi noir, en fait. Certains de ces trafiquants de stupéfiants étaient des individus non pas dangereux, étaient des individus extrêmement dangereux, qui ne reculaient devant rien. L'enquête révèle que deux bandes rivales se livrent une concurrence de plus en plus agressive. Il y a un clan qui est déjà bien institué, qui est donc mené par une personne, et qui vend ses stupéfiants en qualité de grossiste, et qui n'entend pas se faire impressionner par une autre personne qui est une flèche montante, pardon de l'expression, du milieu toxicomane, et qui commence à amasser pas mal d'argent, qui commence à agacer l'autre clan. Pour asseoir leur position, les deux bandes commencent à s'armer. Ces jalousies, cette volonté d'émerger à un certain niveau, ça a conduit des toxicomanes à envisager de s'armer ou de détenir deux armes, soit pour se protéger, soit pour menacer des gens qui pouvaient les gêner dans leur trafic. Et c'est vrai que le fait d'avoir une arme sur soi, ça donne une certaine assurance et ça peut contribuer à émerger dans la dynastie des trafiquants de stupéfiants. Les enquêteurs parviennent à localiser les deux patrons de ce trafic, mais leurs interrogatoires ne donnent rien. Les gendarmes obtiennent alors le témoignage d'une jeune femme qui gravite dans le milieu toxicomane brestois. Elle raconte avoir reçu le soir du drame la visite de deux trafiquants de drogue. Ces hommes présentent la particularité d'être égratignés sur les genoux pour l'un, sur les bras pour l'autre, et ces hommes ont des vêtements fortement imprégnés de taches de sang. Elle va, à la demande de ces hommes, laver leur linge. L'un d'eux, notamment, ira même jusqu'à lui dire « Nous sommes passés sur du fil barbelé et nous nous sommes fait ces égratignures. » Immédiatement, les gendarmes font le rapprochement avec le grillage découpé sur la scène de crime. Les deux hommes sont placés en garde à vue, puis relâchés faute de preuves. C'est alors qu'un nouveau témoignage va redonner espoir aux enquêteurs. Une nouvelle jeune femme fait des révélations sur son petit ami héroïnomane. Elle nous dit « J'ai vu mon petit ami, j'ai vu des amis à lui qui étaient speed, qui étaient énervés, et elle entend à un moment donné l'un d'eux dire « ça n'aurait pas dû se terminer comme ça ». Quelque temps après, elle l'aperçoit par l'entrebâillement de la porte que des armes, et notamment une carabine 22 long rifle, avec aussi un pistolet, sont posés sur le lit. À la gendarmerie, la femme identifie formellement sur photo un pistolet de marque unique, modèle DES 69U. Elle a donc vu chez son ami la même arme que celle qui a été volée à François Picard. La suite des investigations menées après le témoignage de cette dame n'a pas conduit, si vous voulez, à mettre en cause des personnes par rapport à l'homicide. Donc on n'est pas arrivé à obtenir à un moment donné des témoignages qui se recoupent et qui permettent de dire « bon, allez, là, on est à peu près sûr que c'est un tel, il faut faire quelque chose ». L'enquête permet de cibler une dizaine de suspects, mais leurs auditions sont particulièrement difficiles à mener. Vous avez chez ces gens-là, comme dans la délinquance d'une manière générale, des gens qui sont retors, menteurs. Les gens se retranchent derrière les effets de leur toxicomanie pour minimiser la qualité de leur mémoire ou de leur témoignage. Pour se dédouaner, les suspects envoient les enquêteurs sur de fausses pistes. Et quand ils veulent se montrer coopérants, ils lâchent de vraies informations, mais sans aucun rapport avec le double meurtre. Ils défendaient un peu leur chapelle, ils balançaient des bouts de vérité, ils noyaient le poisson, ils balançaient les enquêteurs sur d'autres pistes. Et les enquêteurs ils vérifiaient, ils ouvraient de nouvelles portes. Effectivement, ils trouvaient des belles affaires pour
pour la chronique judiciaire de l'époque, mais pendant ce temps-là, ils n'avançaient pas sur la véritable enquête, quoi. Les enquêteurs ne parviennent pas à faire éclater la vérité. Ils ont pourtant la certitude d'être tout près de l'élucidation du double meurtre. Si on a tourné toujours autour des mêmes, c'est qu'il y a des convictions qui sont apparues et qui étaient difficiles à gommer de l'esprit des enquêteurs. On peut penser que le nom des agresseurs est dans la procédure. Si les enquêteurs ignorent encore l'identité des tueurs, ils ont désormais la conviction que le mobile du crime réside dans la convoitise des armes. Journaliste spécialisé dans les phénomènes de délinquance, Jérôme Pierrat connaît très bien le fonctionnement des réseaux de trafiquants. Il nous livre son scénario du double meurtre. Les types ne sont pas venus forcément en pensant tuer ces personnes-là. Les assassins présumés sont planqués, attendent l'ouverture, le gars qui va ouvrir le truc. Ils arrivent, ils les braquent, ils les menacent. On peut imaginer qu'ils n'ont pas obtempéré, qu'ils n'ont pas ouvert ou qu'ils ont essayé de parlementer. Ça sent l'affaire qui dérape. Dès l'instant où il y en a un qui est tué, après c'est l'enchaînement. Vous avez le gars qui est mourant, l'autre qui vous a vu. Bon, vous n'êtes plus à ça près. En gros, c'est la panique et vous éliminez les deux témoins gênants. Et vous vous sauvez dans la foulée. Parce que bien évidemment, le bruit des coups de feu va attirer les gens et là, vous n'avez plus le temps d'aller le cambrioler, votre stand de tir. Au fil des investigations sur le double homicide, les enquêteurs découvrent une délinquance brestoise dont ils ignoraient au départ l'importance. Il n'est pas rare qu'un dossier conduise à découvrir d'autres affaires. Comment se fait-il que les gendarmes n'aient pas eu connaissance plus tôt des trafics de stupéfiants dans le bois de Keroual ? Le trafic de stupéfiants, c'est une activité souterraine qui n'engendre aucune plainte. Les producteurs, les vendeurs, les revendeurs, les consommateurs sont tous d'accord, ils sont tous dans l'illégalité. En plus, en France, on n'est pas un pays totalitaire. La police, la gendarmerie ne s'intéressent pas tout le temps à tout le monde n'est pas fiché, suivi en permanence. Donc, pour qu'un trafic de stupéfiants soit mis à jour, il faut avoir des informations. Bon, en ville, on a des informations assez facilement. Les riverains signalent des allées et venues, des comportements suspects. Mais au fin fond du bois de Keroual, les habitants, ils sont très souvent silencieux. On comprend bien qu'enquêter dans les milieux de la drogue est particulièrement difficile. Les gendarmes donnent l'impression de toucher du doigt la solution sans jamais réussir à confondre les coupables. À un certain niveau, les trafiquants de stupes, ce sont des gens plutôt intelligents. Ils sont rusés, malins. Il s'agit d'un business. Il faut sans arrêt adapter son trafic, adapter ses commandes à la demande. C'est exactement comme un commerce. Alors, ils vont pas aller raconter à la police et à la justice ce qu'ils font. Il y a des enjeux financiers extrêmement importants. Et puis, il y a des enjeux vitaux. Quelque part, ils se mettent en danger s'ils parlent trop. Il y a quand même un moyen d'obtenir des informations, de pénétrer ce milieu, c'est le recours aux indices. Ouais, alors là, dans ce milieu-là, les indices, ça balance beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est un business. Ce sont des affaires concurrentielles qui engendrent beaucoup d'argent. Alors il est évident qu'un trafiquant a intérêt à faire tomber son concurrent. Il va récupérer sa clientèle. Alors pour le faire tomber, il a deux solutions. Soit il le supprime physiquement, soit il le balance aux flics. Alors il choisit en général plutôt de le balancer aux flics parce que ça présente un autre avantage. C'est qu'il fait ami-ami avec la police et la gendarmerie. Il devient indique, il devient une balance. Et ma foi, quand on est une balance, la police et la gendarmerie ferment un peu les yeux sur les activités de la balance. Mais à un certain niveau, on ne sait plus très bien qui manipule qui. Dans cette affaire, les enquêteurs manquent d'éléments matériels. Tout semble dépendre de leur capacité à mener les auditions. Pourquoi n'ont-ils pas mis tous les suspects en garde à vue ? Quand on n'a pas d'éléments solides, on ne va pas obtenir des aveux comme ça. Pour obtenir des aveux, il faut avoir soit des écoutes téléphoniques qui parlent bien, soit un flagrant délit. Là, il n'y a rien de tout ça. Alors plutôt que de perdre son temps à placer des gens en garde à vue, c'est une procédure très lourde, on va les convoquer et puis les entendre à la cool, discuter avec eux, ils vont raconter un certain nombre de choses, pas sur eux, mais sur les autres, on va créer un lien, on va fumer une cigarette, on va se tutoyer. D'ailleurs, je me demande des fois pourquoi le tutoiement est si mal vu. L'enquête révèle que ces individus sont très dangereux. Sont-ils tous armés et prêts à tuer ? Depuis les années 90, les trafiquants de stupes sont de plus en plus armés et lourdement armés.
pour protéger leurs propres marchandises, pour se défendre contre les autres, pour faire peur aux autres. Ils n'hésitent pas à tirer, ils n'hésitent pas à tuer, à torturer, et même à tirer contre les forces de l'ordre en cas d'interpellation, parce que les enjeux financiers sont importants. Alors ils vivent dans ce climat de violence, de méchanceté, de torture même, et parfois de meurtre. Alors évidemment, ils peuvent avoir tué quelqu'un, eux, ils peuvent garder ce secret, parce que c'est leur quotidien. Vous et moi, on ne pourrait pas garder ce secret aussi longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune chance d'obtenir un jour dans notre affaire de nouveaux témoignages, de nouvelles confidences? Non, ça absolument pas. Dans le domaine des stupes, les alliances sont mouvantes. Les amis d'hier peuvent devenir les ennemis d'aujourd'hui. Et ça balance beaucoup. Alors, les enquêteurs sont de plus en plus persuadés que les coupables sont liés au trafic de drogue, mais un événement inattendu va relancer les investigations 2 ans et demi après les faits, alors que les interrogatoires s'espacent et que l'enquête piétine. Un homme vient faire à la gendarmerie une déclaration étonnante. Le 10 avril 1999, un ferrailleur d'une petite commune voisine de Brest déclare avoir trouvé sur son terrain un chargeur de revolver. Placé sous scellé, l'objet est envoyé en expertise. Les conclusions sont sans appel. C'est un déchargeur dérobé le jour du double homicide. C'est tard, mais au moins ça prouve qu'il y a encore des choses à découvrir et donc des pistes, donc ça reste encourageant. La réapparition brutale de ce chargeur est un mystère. D'autant plus que l'objet semble avoir été déposé sur le tas de ferraille très peu de temps avant sa découverte. Il avait plu abondamment sur Brest les jours derniers, et si ce chargeur avait été apposé sur le tas de ferraille plusieurs jours avant, il aurait été manifestement oxydé. Or, il n'en est rien, c'est un chargeur qui est intact. La pièce de métal n'est absolument pas rouillée. Comment se fait-il qu'elle réapparaisse, comme par magie, 2 ans et demi après les faits? Ce qui me traverse l'esprit à ce moment-là, c'est que les auteurs courent toujours et sont toujours dans le secteur, comme si on voulait faire apparaître le chargeur de M. Picard. Au cours de son audition, le ferrailleur déclare avoir entendu le matin même 5 coups de feu. Il précise que les détonations provenaient d'une colline voisine. Il a entendu à distance de son dépôt des coups de feu. Et à une certaine distance de son dépôt de ferraille existe un campement de gens de la communauté du voyage. Les gendarmes, reliant la découverte du chargeur à ces tirs d'armes à feu, pensent tenir une nouvelle piste. Ils réalisent que le terrain des gens du voyage n'est qu'à 4 km de la scène de crime. Ils orientent alors leurs investigations vers les individus résidant sur ce camp. Dans cette communauté des gens du voyage, on va tomber sur des noms, sur des identités qui peuvent être rapprochées de gens qui figuraient dans les investigations, qui déclaraient qu'un tel était à la toxicomanie, un tel avait proposé de vendre des armes. Le campement est perquisitionné, mais aucun élément matériel permettant d'établir un lien entre les tirs et le chargeur retrouvé n'est découvert. Les gens du voyage, c'est un rapprochement lié à un trouble de voisinage par des coups de fusil. On doit s'arrêter là, à mon sens. Si la piste des gens du voyage n'a plus la faveur des enquêteurs, une interrogation demeure. Pourquoi le ferrailleur a-t-il rapporté à la gendarmerie le fameux chargeur? On peut aussi penser qu'il a imaginé ça pour brouiller les pistes, éloigner les enquêteurs de quelqu'un qui lui était proche. La personnalité du ferrailleur commence à intriguer les gendarmes. Les enquêteurs le recroisent tout à fait par hasard sur un contrôle routier. Il est dans une voiture avec l'un des suspects, l'un des principaux suspects de l'affaire. Ce qui peut laisser penser que la découverte de ce chargeur et le fait de le révéler aux enquêteurs, c'était sûrement pas un élan de civisme. L'homme est alors interpellé. Il se défend d'avoir une quelconque information sur le double meurtre. La perquisition de son domicile ne donnant rien, les enquêteurs sont contraints de le relâcher. 7 mois plus tard, la piste des gens du voyage est réactivée par 2 mystérieuses lettres envoyées à la gendarmerie. Elles sont signées d'un certain Gamma. Ce Gamma semblait bien connaître la voyoucratie locale et donner des éléments qui ont fait que les enquêteurs l'ont pris un moment au sérieux. Dans ces lettres, Gamma affirme connaître le nom des auteurs des meurtres. Il dénonce 4 hommes, 2 toxicomanes et 2 individus issus de la communauté des gens du voyage. Ces lettres anonymes intéressent d'autant plus les enquêteurs qu'ils ont ces noms-là dans leur chapeau depuis quasiment le début de l'enquête. Si les gendarmes connaissent bien les noms des toxicomanes, ils cherchent alors à identifier les 2 autres individus. L'un d'entre eux va attirer leur attention.
il a déjà commis des agressions et des vols. Et il a habité à proximité du domicile de Paul Creton. De quoi envisager un nouveau scénario dans le double meurtre du stand de tir. Paul Creton aurait pu être reconnu ou lui aurait pu reconnaître l'un des auteurs de l'homicide. Donc c'est ce qui pourrait expliquer que Paul Creton a été tué. Les enquêteurs vont mettre 4 ans à identifier l'auteur de la lettre. Ils découvrent finalement que Gama est un affabulateur qui se nomme en réalité Jacques D. En utilisant sa connaissance du milieu des délinquants brestois, le Corbeau a construit un scénario plausible, mais totalement imaginaire. Les enquêteurs vont donc devoir se résoudre à abandonner cette piste. En mars 2001, près de 5 ans après les faits, le juge d'instruction en charge du dossier dessaisit les gendarmes de la section de recherche de Rennes au profit de la police judiciaire. Le changement d'enquêteur entraîne une relecture complète du dossier, mais aucun élément nouveau ne permet d'identifier les criminels. Au fil des années, les familles des victimes nourrissent des soupçons de plus en plus forts et demandent que les investigations s'orientent vers le milieu professionnel de François Picard. Entre secret défense et sûreté nationale, l'enquête prend un nouveau visage. Les proches de François Picard souhaitent que les enquêteurs réunissent tous les éléments qui permettraient d'accréditer la piste professionnelle. Et selon eux, les premiers indices sont là, dès le début de l'affaire. 2 jours après le double homicide, Madame Picard reçoit une visite inattendue. Dans l'après-midi du 15 octobre, des militaires viennent lui remettre quelques cartons contenant les affaires personnelles de son époux. On avait vidé son bureau, décroché les posters, on avait tout enlevé. Donc, c'était fini, n'existait plus. Il semble tout de même certain que le bureau de mon frère a été déménagé rapidement, alors que les obsèques n'étaient pas encore faites. Donc cette précipitation fait qu'on a l'impression qu'on a voulu cacher quelque chose. Les gendarmes ont aussi une drôle de surprise. En allant perquisitionner le bureau de François Picard, ils constatent que le disque dur de l'ordinateur du colonel a été vidé de son contenu. Quant à l'agenda professionnel, il a bel et bien disparu. Ça, alors là, ça m'a un doute terrible. On arrive, le ménage a été fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On constate, le ménage est fait. Très vite, les enquêteurs se heurtent à un mur de silence. Au nom de la Sûreté nationale, la Marine, se cachant derrière le secret défense, interdit l'accès à tous les documents professionnels du colonel. Pour l'avocat de la famille Picard, c'est une aberration. Ce secret défense peut être décidé soit par le président de la République, peut être décidé soit par le Premier ministre ou par l'un de ses ministres. Le secret défense n'existe pas dans le cadre de cette affaire. Il n'y a aucun document, il n'y a aucun acte de procédure qui soit frappé du secret défense. C'est simplement une décision unilatérale de la Marine nationale que d'opposer le secret défense. Et si ce secret défense masquait la vérité sur les assassinats de François Picard et Paul Creton? Et si le mobile du meurtre se trouvait dans la vie professionnelle du colonel? Les familles n'arrivent plus à taire leurs interrogations. C'est alors qu'un militaire se présente spontanément chez Madame Picard. J'ai eu la visite d'un officier supérieur qui est bien gradé, qui m'a dit « Mais vous savez, Mme Picard, le drame de François n'a rien à voir avec la Marine nationale. » Qu'en sait-il, cet officier supérieur de la Marine nationale, que cela n'a rien à voir avec la profession de M. Picard? Il n'en sait rien. Peut-être a-t-il une volonté bien humaine de réconforter Mme Picard. C'est une possibilité aussi. Mais ça laisse quand même interrogateur. Pour justifier leurs soupçons, les proches de François Picard mettent en avant le contenu sensible des études menées par le colonel. Le pharmacien chimiste dirigeait en effet le laboratoire chargé de contrôler le taux de radioactivité dans la rade de Brest. Une mission très délicate, puisqu'au large du port se trouve l'île Longue, qui abrite la base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la France. Ce site est extrêmement secret et très mystérieux parce qu'il abrite la force de dissuasion française, la force nucléaire. Roger Abiven a longtemps dirigé l'association Agir pour l'environnement à Brest. Même des Brestois ignorent ce qu'il y à l'île Longue. Et ils ignorent qu'il y a cette puissance de destruction massive, équivalent à 2000 fois Hiroshima.
je sais que mon mari avait été plusieurs fois à l'île Longue pour son travail. Et bon, maintenant, je ne sais pas ce qu'il est allé faire là-bas. Le 19 septembre 1996, un peu plus de 3 semaines avant l'assassinat de François Picard, un événement grave est intervenu sur l'île Longue. Des fuites radioactives sur des têtes de missiles embarquées sur un sous-marin ont eu lieu. Selon Julien Picard, son père ne pouvait pas ignorer cette pollution nucléaire. Qui dit fuite dit possibilité de contamination de toute une zone. Et donc, vu ses attributions, il aurait dû faire des prélèvements, et donc dans la rade et autres. Donc c'est cette histoire de fuite, il a dû être au courant. On a pu craindre peut-être le franc-parler de M. Picard au sein de la Marine nationale à ce moment-là. Alors la question qui reste posée, est-ce que justement son assassinat a quelque chose à voir avec le fait qu'il ait pu avoir connaissance de ces fuites radioactives, du fait qu'il ait pu peut-être les dénoncer? Ce n'est que 3 ans après l'assassinat du colonel que l'affaire a éclaté. Suite aux plaintes d'ouvriers contaminés, la Marine nationale a été contrainte de reconnaître l'existence de ces fuites radioactives. Mais les positions du pharmacien en chef à ce sujet restent un véritable mystère. De nombreuses fois, j'ai senti mon mari tendu en rentrant du travail. C'est sûr que lorsqu'il revenait tendu, c'est qu'il y avait eu quelque chose. Dans cette affaire, le pharmacien dont il est question était sûrement porteur d'informations qui pouvaient être gênantes, qui ne pouvaient pas être mises sur la place publique. Peu de temps avant sa mort, François Picard avait confié à sa femme son désir de quitter au plus vite l'arsenal de Brest. Il avait d'ailleurs déjà demandé sa mutation. Je pense qu'il travaillait beaucoup et qu'il ne voyait pas le résultat de ses efforts ou quelque chose comme ça. Je peux supposer que, à moins qu'il y ait eu des différends, ça je n'en sais rien. Il semblerait qu'effectivement, François Picard se soit opposé à sa hiérarchie peu de temps avant son décès. Le désaccord portait alors sur un contrat passé entre la Marine nationale et une société privée. Ce marché important, appelé 2SNM, avait pour objet la surveillance des installations nucléaires de la Marine. Mais nous avons un témoignage bien précis d'un ancien collaborateur de M. Picard qui vient dire que M. Picard a dénoncé des malversations qui ont été opérées sur les sites nucléaires maritimes. Consulté à titre d'expert, François Picard déplore le coût onéreux du matériel et l'absence de cahier des charges dans l'exécution du contrat. Il avait en tout cas eu vent de cette affaire-là et ça ne lui plaisait pas du tout. Et je comprends très bien qu'il a effectivement manifesté haut et fort un avis contraire. Alors, ça peut peut-être effectivement aussi quand même mettre en cause des gens assez haut placés, en tout cas certaines sommes d'argent public. Il est manifeste que M. Picard, de par le comportement qu'il a eu, comportement particulièrement intransigeant, honnête, en dénonçant les dysfonctionnements de ce marché, a dérangé. Ça, c'est une certitude aussi. Le fait qu'il ait demandé sa mutation est lié à cette affaire-là. Il ne voulait plus rester dans ce milieu-là. Il y avait quelque chose qui pour lui était incompatible avec son attitude morale. 6 mois après le double assassinat, le scandale des malversations du marché 2SNM secoue l'ensemble des arsenaux français. Il y a quand même une personne de l'entourage professionnel de mon frère qui a déclaré que, pour elle, il n'y avait aucun doute, cet assassinat était lié à cette affaire-là. Donc c'est quand même suffisamment interrogeant pour que là aussi on puisse aller plus loin. La piste professionnelle se heurte au secret défense et reste en souffrance. Mais 5 ans après le double meurtre, un nouvel élément va venir étayer l'hypothèse du meurtre commandité. En 2001, la DIPJ de Rennes demande la reconstitution du double assassinat. Elle se déroule sur le site du stand de tir. Contre toute attente, les conclusions balistiques accréditent la thèse du contrat. Les agresseurs seraient venus dans l'unique but de tuer. Un avis que partage Pierre Laurent. Ce double meurtre, pour moi, expert balisticien, me fait penser à une exécution ou à un règlement de compte. Le nombre de tirs et le fait qu'il y ait 2 victimes et la position des blessures évoquent plutôt un tir déterminé, froid et volontaire. Pour la famille de François Picard, le colonel a été victime d'un tueur commandité pour le faire taire. Et ce serait pour vérifier que la cible était bien la bonne, que les victimes ont été fouillées. Le fait de fouiller, de récupérer les documents, est-ce qu'on s'y prendrait autrement si on voulait vérifier que c'est bien telle et telle personne,
tel un tel individu sur lequel il y a éventuellement un contrat qu'on a réussi à abattre. Depuis 1996, les soupçons de la famille se sont transformés en véritables convictions. Est-ce que mon mari aurait emporté avec lui le secret de sa disparition? Ça, je ne le saurai jamais. Pour moi, mon opinion, elle est très simple. Je peux la résumer simplement. Il y a eu un contrat sur la tête de mon frère. Il y a eu un contrat. La famille de François Picard privilégie l'hypothèse d'un meurtre commandité par l'État. Pensez-vous que ce soit une possibilité? Non. À la lumière des faits, il ne s'agit visiblement pas d'un acte commandité par un quelconque service secret officiel parallèle. Ce n'est pas un acte commis par des barbouzes si chers à la littérature policière. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Toujours les faits, rien que les faits. L'expert balisticien relie la détermination des criminels à l'idée d'un contrat. Bon. Moi, je pense plutôt le contraire. Quelle est l'arme utilisée? Un 22 long rifle, c'est pas un calibre de tueur. En plus, c'est une arme longue, c'est pas discret du tout. Et puis ensuite, les tueurs perdent tout au long de leur fuite un certain nombre d'indices. Ça n'est pas du tout pensé à des tueurs professionnels. On sait que François Picard faisait du bateau, qu'il aimait faire du bateau tout seul. C'est facile de faire disparaître quelqu'un dans ces conditions. La famille a pourtant de quoi nourrir ses soupçons. Le déménagement express du bureau de François Picard est tout de même étonnant. Non, c'est pas étonnant. Quand un policier meurt, on fait exactement la même chose. On vide son bureau. On place d'un côté ses affaires professionnelles qui restent au service et de l'autre côté ses affaires personnelles qu'on rend à la famille. Bien sûr, je comprends, la famille, c'est difficile à dire, mais ça aurait été moins injuste ou moins difficile à supporter si sa mort avait été due à une raison d'État, s'il était mort parce qu'il détenait des secrets professionnels. Ça aurait été une mort extraordinaire. Alors que s'il est tombé sous les balles d'un vulgaire malfaiteur, sa mort redevient ordinaire. L'avocat se plaint de s'être heurté à de nombreuses reprises au secret défense. Est-ce que vous avez déjà enquêté dans un tel contexte? Concrètement, comment ça se passe? C'est tellement secret que je ne peux pas répondre. Ouais, non, bien sûr que dans certaines enquêtes, on se heurte à des secrets. Il y a le secret lié à la profession d'avocat, il y a le secret lié à la profession de médecin, et puis il y a des secrets d'État. Alors dans ce genre de situation, c'est au magistrat, juge d'instruction ou procureur qu'il appartient de faire lever le secret en ce qui concerne les éléments utiles à la manifestation de la vérité. Il y arrive ou il n'y arrive pas, ça dépend. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit à la DPJ de Rennes. Pensez-vous que la décision du juge de retirer l'affaire aux gendarmes pour la confier à la police a été une décision positive? Ça m'est difficile de commenter la décision d'un juge, d'autant que je trouve que les gendarmes ont fait leur boulot dans cette affaire. Pour les gendarmes, c'est humiliant, c'est vrai que c'est une sorte de désaveu, c'est une sorte de claque. Et puis pour le service nouvellement saisi, c'est difficile d'aller voir leurs collègues pour leur demander le dossier, leurs impressions. On n'a pas envie de les humilier. Et puis personnellement, de souvenirs de flics, j'ai jamais vu une affaire sortir parce qu'un second service avait été saisi. Aujourd'hui, 16 ans après ce double meurtre, les assassins courent toujours. Entre impuissance et colère, les familles continuent de se battre pour connaître la vérité. Les années passent, toujours aucune réponse. Toujours les mêmes questions qui obsèdent les proches de François Picard et Paul Creton. C'est une histoire de fou, ce qui nous arrive là, c'est une histoire de fou depuis 16 ans. Mais il y a sûrement quelqu'un qui sait. Il y a une déchirure et j'essaie de la fermer. On n'est plus nous-mêmes et nos vies ont été chamboulées dans nos façons de faire, nos façons de penser, nos façons d'être avec les gens. Les familles ont aujourd'hui peur qu'un non-lieu vienne mettre fin à l'instruction, vienne tuer à jamais leur espoir de connaître le nom des assassins. Si l'affaire est clôturée dans les 6 mois, 1 an, 2 ans, je n'ose pas y penser. Il y a certainement des gens qui savent des choses sur ce dossier. Ça, c'est quelque chose de certain. Et ces gens-là peuvent et doivent parler, même sous le couvert de l'anonymat. Ça existe en droit français. Des gens peuvent déposer sous le couvert de l'anonymat, sans pour autant être identifiés. Le profil des meurtriers demeure une énigme. C'est des pieds nickelés sur certains aspects, et puis sur d'autres, ils ont quand même réussi à disparaître dans la nature depuis 16 ans. Et depuis, personne n'a parlé. Les enquêteurs veulent briser cette loi du silence. Leur détermination à identifier les auteurs ne faiblit pas. Nous sommes des hommes, des femmes, on est des enquêteurs, on a aussi nos sentiments et c'est important pour nous d'élucider et d'apporter une réponse aux familles. Mais tant que je serai
leur avocat, tant que je serai présent, eh bien, je puis vous dire que je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que cette affaire puisse aboutir. Si un jour l'affaire est élucidée, je pense que ça serait surtout l'apaisement. Ça n'enlèverait pas la souffrance, mais ça serait de l'apaisement. François Picard avait 52 ans et 3 enfants. Paul Creton avait 32 ans et attendait sa deuxième petite fille. Ces deux hommes qui ne se connaissaient pas ont été réunis à jamais par le crime de leur tueur. Sauvage, injuste, dramatique, ces meurtres ont privé 2 familles d'un avenir serein et confiant. Nous avons ce soir retracé une enquête très particulière. C'est un dossier dans lequel les enquêteurs ont le sentiment d'avoir à plusieurs reprises frôlé la vérité. Les années passent et les pactes de secret formés par les criminels se fragilisent. La vérité est dans le dossier. Espérons qu'un jour, un nouveau témoignage viendra la révéler. Bonsoir.